Bonjour. Alors, je vais aujourd'hui me situer sur un niveau de réflexion proprement philosophique, même si ça touche à la politique, et en m'inspirant et en vous présentant les idées de Bertrand Russell, qui s'est penché sur la question des rapports de la morale et de la politique, à travers aussi la question de l'éthique, si vous voulez. Alors, ce faisant, je vais m'inspirer, moi, d'un livre que j'ai déjà publié chez M Édité, figurez-vous, donc je vous le présente ici, Bertrand Russell, voilà. Et par ailleurs, je m'inspire aussi d'un chapitre, d'un livre sur Bertrand Russell, mais le livre est consacré à la morale en général, et il s'appelle « Une nouvelle étude matérialiste sur la morale » et est paru chez Quimay cette fois-ci, donc je vous le présente ici. Voilà. Alors, le titre de mon exposé va être très précis, plus précis que ce que j'en ai dit tout à l'heure, Russell, l'éthique, la morale et la politique. Alors, Bertrand Russell, au-delà de son immense travail de logicien, et de sa réflexion rationaliste sur la connaissance humaine, qui est connue, s'est aussi penché dans la même optique rationaliste sur les fondements normatifs de la politique. Sa conception a évolué, et je me contenterai donc d'analyser sa version finale, la plus achevée, que l'on trouve dans Éthique et politique, un livre qui date de 1954, ouvrage remarquable de clarté malgré la subtilité, voire la complexité de certaines de ses analyses. Mais c'est une conception qui, tout en suscitant souvent mon accord, mais aussi en m'interpellant, ne me satisfait pas totalement, justement. Et elle m'obligera à réaffirmer ma position sur la question, bien entendu, de la morale en politique, celle que je défends depuis longtemps, mais en dialoguant avec sa position à lui. Je commencerai donc par la présenter, la sienne, à grands traits, avant de la critiquer brièvement. L'ouvrage s'intitule bien « Éthique et politique », et non « Morale et politique ». Alors, ce détail terminologique n'est pas neutre, car il porte en lui le fond de la pensée de Russell sur les valeurs, si l'on accepte de différencier ces deux termes, comme je le fais fondamentalement depuis longtemps, je viens de l'indiquer. Disons que les valeurs qui font agir les hommes selon lui, individuellement ou collectivement, et qu'il professe ensuite sous la forme de code explicite, sont de nature éthique et non morale. Il faut comprendre par là qu'elle s'enracine dans la vie humaine, avec ses désirs, c'est un terme essentiel chez lui, je vous le signale, ses besoins, ses passions, ses émotions, etc., dont elles ne sont alors que la traduction, consciente ou pas. Elles ont donc leur origine dans la part, disons, arrationnelle de l'homme. Les valeurs sont donc entièrement émanantes à la vie empirique, et cela signifie qu'elles ne proviennent pas de la raison. Point décisif. Et qui peut paraître étrange chez un auteur qui se présente par ailleurs comme un rationaliste, donc comme quelqu'un qui valorise la raison. Alors ça peut paraître étrange, car cette affirmation limite en un sens le pouvoir de la raison en niant sa dimension morale. La raison, dit-il, est incapable de définir les fins de l'action. Entendons bien, celles que de fait nous poursuivons, aussi bien que celles qui sont dignes d'être poursuivies, les deux à la fois. Ce qui nous ferait passer à ce moment-là, pour les fins dignes d'être poursuivies, ce qui nous ferait passer au plan normatif qu'il lui arrive de définir comme moral ou juste, mais c'est un problème uniquement de vocabulaire. On est alors à l'opposé de Kant, dont la théorie affirme que la morale ne le diffère pas seulement sur les moyens de l'action humaine, mais aussi sur ses objectifs, y compris ceux collectifs de la politique, et on sait très bien que Kant a précisément fait prolonger sa conception de la morale et l'universel dans un domaine vraiment politique, qui m'est arrivé d'évoquer ici, comme par exemple dans son ouvrage sur la paix, si vous voulez. Bon.
Du coup, si vous voulez, Russell, malgré son rationalisme affiché, adopte ici une position rigoureusement contraire. Il n'y a pas, dit-il, de concept de la justesse objective, c'est une formule de lui, d'une action qui soit connaissable et susceptible de faire l'accord de tous, nous en fournissant une vérité morale, à nouveau, formule de lui, et nous ne pouvons montrer qu'une forme de conscience est moralement supérieure à une autre. Montrer, ça veut dire aussi démontrer. Le concept de devoir en sort évidemment fortement fragilisé, voire apparaît comme une illusion subjective et inutilement culpabilisante, par exemple quand nous faisons le mal pour aller vite, dont il faut se débarrasser. Non seulement parce que son expérience est variable, mais parce que sa prise en compte dans la vie concrète n'est en rien efficace. Il n'y a pas d'instance morale rationnelle, dit-il, distincte de la vie et susceptible de lui commander et de la faire agir en conformité avec ses prescriptions. L'obligation dite morale n'est efficace qu'en liaison avec cette même vie concrète dont elle est alors le masque ou le moyen. Je le cite, quel que soit le sens de devoir, il met ça entre guillemets, il est lié à la sensibilité et au désir. À quoi s'ajoute l'absence de libre arbitre, sans lequel la notion de devoir n'a pas de sens. Le libre arbitre métaphysique est difficilement compatible avec la vision déterministe du monde et de l'homme que la science impose désormais, affirme-t-il, vision qu'il approuve et totalement à laquelle il adhère pleinement. Quel rôle, cependant, peut jouer la raison dans le champ des valeurs et des codes de vie? C'est ici qu'elle réintervient, figurez-vous, avec son exigence propre, alors non pour définir ce que ces valeurs et ces codes de vie sont en eux-mêmes, mais pour éclairer leur genèse et donc leur statut. Car les valeurs, selon lui, on l'a déjà dit, ont une origine exclusivement vitale ou affective, et la raison scientifique peut donc les expliquer, mais non les justifier ou les fonder, pour les faire partager par autrui. Alors, cela veut dire deux choses. D'abord, que la raison, si elle ne peut fonder, au sens fort du terme, les normes de vie, peut les expliquer, témoignant alors d'une capacité de second degré dans l'ordre de la connaissance qui s'affirme au-delà de ses limites normatives, sur le plan normatif. Deuxième point, par contre, il y a bien un fond non rationnel des jugements de valeur qui emplissent notre vie, qu'elle admet et dont elle rend compte par conséquent. Il n'y a pas, souligne-t-il, de valeur intrinsèque, donc objective, valeur intrinsèque, c'est sa formule, des choses que nous désirons, qui expliqueraient que nous les désirons et qu'on pourrait découvrir par une analyse scientifique. C'est parce que nous les désirons subjectivement, en fonction de facteurs divers, que nous leur attribuons une valeur et que nous prenons plaisir à leur possession. Plus même, à la base de nos jugements de valeur, positifs ou négatifs, il y a des émotions et non des raisons. Des émotions et non des raisons qui nous font réagir face aux choses et aux hommes et agir en conséquence. Nous sommes donc en présence d'une théorie qu'il faut dire subjectiviste ou émotiviste des valeurs et des jugements de valeur. C'est, si l'on veut, une explication rationnelle de leur irrationnel, de leur irrationalité, de leur caractère irrationnel. Je le cite, les différences concernant les règles qu'il appelle morales, mais en fait ce sont des règles éthiques, son vocabulaire flotte, je le répète, ont leur origine dans des différences d'ordre émotionnel entre personnes ou communautés différentes, dit-il par exemple. On voit donc que Russell nous explique rationnellement pourquoi, de fait, on ne peut fonder en droit et par la raison les valeurs. L'échec de la raison, de ce point de vue, apparaît relatif, puisque une fonction à la fois critique et explicative lui est conférée. Alors,
Tout ceci peut être accepté par hypothèse, je dis bien par hypothèse, à condition de préciser à nouveau ce à quoi nous avons affaire. À l'éthique, avec ses catégories du bon et du mauvais, et non à la morale, avec ses catégories absolues du bien et du mal déclarées par lui illusoires. Russell l'avoue d'ailleurs, à propos du juste et de l'injuste, ce sont des termes qu'il emploie, autre nom du bien et du mal dits moraux, considérés comme moraux, dans le cadre en particulier des comportements sociaux. Et il les remplace par les notions de bon et de mauvais, qui définissent alors les concepts de base de l'éthique. Or, ceux-ci ne font que qualifier ce qui nous fait plaisir, en relation avec nos désirs, et sans que la moindre idée morale d'obligation puisse leur être objectivement rattachée. On est dans ce que l'on appelle l'optatif d'une préférence existentielle, et non dans l'impératif d'une norme rationnelle. Et il lui ajoute une dimension, figurez-vous, liée à l'utile. Nouveau concept, celui. C'est lui que nous valorisons, car c'est ce qui, ultimement, nous propose du plaisir provoqué par la satisfaction d'un désir ou d'un besoin. Donc on est en présence de valeurs liées au désir, aux besoins, qui nous sont utiles. Et ce facteur, je le cite, est obscurément présent dans l'élaboration des règles éthiques, même lorsqu'il n'est pas explicitement reconnu. Et il se cache sous la forme apparente de lois morales désincarnées, sous une forme apparente de lois morales désincarnées. Sur cette base, alors, bien des caractéristiques, des valeurs comme des codes de vie, deviennent parfaitement compréhensibles, et d'abord leur pluralité. Individuelle avec le rôle de l'idiosyncrasie de chacun, soit naturelle, soit acquise par l'éducation, parce que Russell est un penseur qui accorde beaucoup d'importance à l'éducation, mais aussi pluralité socio-historique, avec l'influence de l'histoire, de la société, du milieu social, de la culture ou de la civilisation sur ce que nous sommes. À quoi s'ajoute, alors d'une manière, disons, générale, l'immense variété des motivations humaines qui constituent le fond psychologique de ce qu'il appelle bien une nature humaine, mais ça entre guillemets, même si elle est soumise à l'histoire. Et c'est l'un des grands intérêts de la pensée de Russell que de faire sa place, je vous le dis tout de suite, à une pareille psychologie dont on fait trop souvent abstraction quand nous pensons l'essence des valeurs. Or, cette approche est décisive. Dès lors que l'on admet, je le cite, que tous les systèmes de morale, donc il devrait dire d'éthique, à nouveau, incorporent des désirs de ceux qui les prônent. Les désirs de ceux qui les prônent, mais, ajoute-t-il, ce fait est caché par un brouillard de mots. La morale réduite à un brouillard de mots. On comprend alors comment, selon lui, se constitue comme une illusion, à partir même des désirs qui la sous-tendent et l'alimentent, cette morale. Elle a pour fonction de porter à l'absolu, dans son langage, son brouillard de mots, un système de valorisation purement éthique, et donc relative, en l'habillant indûment d'une valeur qui se veut universelle. Je le cite à nouveau, la morale, dit-il, est une tentative pour donner une importance universelle et non simplement personnelle à certains de nos désirs, ce qui en fait, curieusement, une stratégie destinée à légitimer nos désirs égoïstes pour mieux les imposer à autrui. Paradoxalement, alors de ce point de vue, ce ne serait donc pas par un intérêt, ce serait plutôt, par un intérêt non moral et individuel, le désir et la recherche de sa satisfaction, que nous recourons au langage trompeur de l'universel. C'est par intérêt. La morale ainsi conçue, j'insiste, ainsi conçue, parce qu'on peut la concevoir autrement, ne serait donc que le déguisement d'une éthique particulière destinée à la faire accepter par les autres, et cela expliquerait la pluralité de ses formes.
Pensez à la pluralité des soi-disant morales religieuses, qui sont différentes, contradictoires entre elles, et alors que chacune d'elles se prétend comme étant la morale universelle. Quel rôle supplémentaire peut-on alors faire jouer encore à la raison dans la sphère de l'éthique, et qui soit cette fois-ci, je dirais, positif. Russell avance une idée qui la réhabilite. La raison est parfaitement apte à définir, attention, non seulement les causes des désirs, on l'a vu, mais les moyens qui nous permettent de les satisfaire et d'atteindre ainsi les fins de l'éthique qui sont fournies par ces mêmes désirs, lesquels sont pourtant hors raison. Si elle ne saurait être une cause de l'action, bien évidemment, et vous l'avez compris, celle-ci se trouve dans les affections, cette cause, dans les affections humaines qui lui donnent ses objectifs. Elle a la capacité, pourtant, de la diriger en lui apportant la connaissance adéquate de la voie sûre, technique par exemple, pour atteindre ceci. Une seconde idée, cependant, s'y ajoute, dans laquelle la raison intervient une nouvelle fois, au-delà de la détermination des moyens, sous une forme qui va bouleverser, pour une part, le statut de l'éthique et compliquer la donne en l'ouvrant à la morale et la politique. Et je voudrais terminer par là. Alors, nous avons largement insisté sur l'importance anthropologique des désirs pour Russell, ou des passions, ou des sentiments. De nombreux termes sont à notre disposition, dit-il. C'est-à-dire sur l'importance de cette part infra-rationnelle de l'homme. Celle-ci existe incontestablement. Son poids est fort, voire indépassable, même si elle est aussi plastique, car soumise à l'histoire et partiellement modifiable, on l'a déjà vu, elle est également la base réelle de nos valeurs, et enfin, elle est très riche. L'ignorer, cette base naturelle à caractère psychologique, c'est mutiler l'idée qu'on doit se faire de l'homme en théorie, tout en risquant de devoir s'y confronter dans la pratique sans s'y être préparé. L'ignorer, c'est mutiler l'idée qu'on doit se faire de l'homme en théorie. Mais surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'analyse qu'il nous en donne est extrêmement vaste et lucide. Je dis bien lucide. Et je ne peux en évoquer ici tout le détail. Je laisse donc de côté la distinction pourtant cruciale qu'il fait entre des désirs égoïstes et des désirs non égoïstes, ce qui est déjà un langage moral, je vous le signale. Mais passons. Distinction qui l'empêche de verser en tout cas dans une vision exclusivement négative de l'homme, entraînant inévitablement un pessimisme politique irréversible. L'important se trouve dans l'idée que tous les désirs des hommes ne sont pas d'emblée compatibles ou compossibles. Compatibles ou compossibles. C'est le vocabulaire qu'il emploie. Par où l'on retrouve la question pratique de l'égoïsme, source de dissension ou de différends, puisqu'il nous oppose les uns aux autres. Et du coup, le bien, en l'occurrence celui le bon, que ces désirs constituent pour un homme ou un groupe, n'est pas le même, selon qu'ils sont égoïstes ou non égoïstes. Dans le premier cas, des désirs égoïstes, le bon ne peut être qu'un bon partiel, propre à un individu ou à un groupe particulier, classe, sociale, nation, race, etc. Et il est opposé à d'autres conceptions du bon. Alors que c'est seulement dans le second cas, celui des désirs non égoïstes, que les désirs sont mutuellement compatibles et qu'ils contribuent, figurez-vous, à la réalisation de ce qu'on peut appeler un bon général, et qui s'inscrivent alors dans une perspective universelle, ce qui va en faire, figurez-vous, un bien. À quoi s'ajoutent des données, alors là clairement négatives, comme l'acquisitivité, c'est-à-dire le désir d'acquérir des choses, de les posséder, etc. La rivalité, le goût du pouvoir, de la puissance, etc. Autant de formes de vie qui opposent les hommes entre eux, puisqu'elles sont liées à des désirs incompossibles, pour reprendre sa formule, au sein de tout groupe humain ou entre groupes humains. Et
Si le rôle de l'éthique, du désir ou du plaisir, quand elle est réfléchie théoriquement, comme elle l'était par exemple chez les utilitaristes du XIXe siècle, eh bien, si le rôle de l'éthique est bien de promouvoir un maximum de plaisir ou de bonheur, donc de concourir à un bon général, il s'ensuit qu'elle va être confrontée, figurez-vous, et vous l'avez peut-être soupçonné, à la tâche de distinguer entre bon et mauvais désir, ou plaisir, comme à celle de régler les conflits du désir quand ils sont incompatibles. Donc, plus généralement, elle est confrontée à la nécessité de réguler le champ des désirs. Or, cette idée de régulation a une connotation manifestement morale, renvoyant à l'idée d'obligation. Alors, je dis bien pourtant nécessité, car, comme l'indique fortement Russell, à l'encontre donc d'une vision angélique de l'homme et des rapports interhumains, les conflits de désir sont un fait essentiel et incontournable, dit-il, de l'existence humaine. Et c'est là qu'intervient alors, tout aussi nécessairement, mais paradoxalement, au regard de tout ce qui a été dit auparavant, la morale. L'un des principaux buts de la loi et de la morale, dit-il, est de les atténuer, ces conflits, mais ils ne peuvent jamais être totalement éliminés. La morale, qui avait pourtant été disqualifiée auparavant comme une illusion théorique, réapparaît ici comme l'instance, c'est-à-dire, attention, le moyen permettant d'harmoniser de fait les désirs, individuels ou collectifs, entre eux, grâce à l'État. Donc, à travers la politique et une éducation devant la relayer, devant en relayer les valeurs, et on retrouve ici, bien entendu, à nouveau le rôle fondamental de l'éducation dans la formation de l'être humain. Russell retrouve alors une exigence et un optimisme qui étaient les siens dans sa jeunesse, et qui paraissaient jusqu'à présent en quelque sorte disqualifiés. Avant qu'il ne prenne conscience d'ailleurs assez vite de l'échec de l'expérience soviétique. Mais il formule cette exigence sous une forme matérialiste qui emporte en partie mon adhésion. Il ne s'agit pas de faire appel à une morale transcendante, dont il devait penser, comme Marx, qu'elle n'est que l'impuissance mise en action. On connaît cette formule assez étonnante, ni à des sanctions, dont il dénonce le non-sens moral, avec, je dirais, beaucoup de courage humain, de générosité humaine, comme produisant un effet délétère sur les hommes, ces sanctions. Il faut seulement, dit-il, faire appel au désir, et spécialement à ceux qui sont tournés vers l'universel, ou plus exactement à ceux que le législateur considère, je le cite, comme dignes d'être universels. Digne, c'est une formulation morale, en même temps qu'il leur accorde une importance, bien entendu, politique essentielle. C'est alors à la raison, non de décréter dogmatiquement qu'ils sont bons ou mauvais, ce qui relèverait d'une connaissance morale impossible, mais d'argumenter rationnellement en leur faveur, pour montrer, à défaut de démontrer, qu'ils sont utiles aux hommes, pris dans leur ensemble, et qu'ils peuvent augmenter, quand ils sont satisfaits, la somme totale du bonheur humain. Et c'est à la politique de favoriser, par de multiples moyens, y compris donc par l'éducation, je répète, l'émergence de ces désirs, considérés finalement comme moraux, entre guillemets, parce que favorables au bien général. On peut alors envisager que la politique devienne à la fois scientifique et morale, scientifique dans l'analyse de l'origine des valeurs, et morale, puisqu'elle en proclame ultimement au niveau social, grâce à la connaissance des ressorts de l'activité humaine et à la maîtrise rationnelle de ceux-ci. Alors, même si le statut de cette dimension morale n'est pas élaboré suffisamment, selon moi, faute qu'il ait assumé l'héritage de Kant et d'avoir aperçu ce qu'il y a de spécifique dans l'idée de vérité appliquée à la morale.
car il faut le rappeler, il y a des vérités morales, hein, mais ces vérités morales ne sont pas de l'ordre d'une vérité théorique ou scientifique, hein, ce sont des vérités à caractère pratique, hein, mais que la raison peut bien entendu reconnaître. Et je vous signale au passage que c'est aussi une thèse que défend le philosophe Marcel Conche, dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici même. On aura compris finalement que la politique pensée et préconisée par Russell, d'orientation clairement socialiste, je le répète, va plus loin qu'une politique reposant sur la simple gestion factuelle et prudente des intérêts éthiques, comme elle l'est aujourd'hui, hein, cette politique de gestion à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc il s'agit de dépasser cette gestion du désir, hein, et dont la morale ne serait alors que le moyen de leur réalisation, un moyen lui-même factuel et plus ou moins, disons, illusoire, comme l'idéologie, hein, parce qu'à ce moment-là, les codes moraux, hein, deviendraient de l'idéologie. Le fond de sa conception se base, à son insu, sur une référence, hein, morale, proprement morale, de type kantien, figurez-vous, hein, et qui en constitue le fond normatif, même si elle n'en fait pas le moteur essentiel de l'action. Et tout cela se formule dans son discours, en quelque sorte, un peu à l'insu, hein, de la pensée qu'il en a. Son idée de la politique est donc ainsi écartelée entre deux instances. Partant d'une éthique réaliste qu'elle met fortement en avant, elle débouche sur une politique morale à laquelle on peut difficilement reprocher d'être idéaliste, vu la manière dont il l'a fait intervenir in fine, hein, après l'avoir déstabilisé en quelque sorte par avance, si vous voulez. Peut-être aurait-il même pu, je dirais, acquiescer à ce propos de Chavez, hein, ce révolutionnaire bien connu, concernant le socialisme du XXIe siècle, et inspirer le propos lui-même de Che Guevara, mettant au premier plan de son combat l'élément moral, et précisant, je cite Chavez, il faut commencer par là, la conscience. Et il ajoute qu'il y voyait un combat culturel et éducatif de tous les jours et de longue haleine contre, je le cite à nouveau, l'individualisme, l'égoïsme, la haine, les privilèges, etc. Or, soyons honnêtes et clairs, hein, c'est bien la raison qui formule cette exigence, dont Russell disait, dès sa jeunesse, qu'elle définissait pourtant un idéal. Concluons par une question tout simple. La morale donc, au-delà de la simple éthique? Merci.